Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Cyberpop. Je suis Noémie et aujourd'hui nous allons aborder avec nos invités un sujet malheureusement trop d'actualité, la question du cyberharcèlement et de l'exposition à la violence en ligne des enfants. En tant qu'expert du numérique et de la sécurité en ligne, il nous semble avoir un rôle dans l'accompagnement des individus connectés vers le monde numérique le plus sûr possible. Et construire un monde plus sûr, cela ne passe pas que par les technologies, mais aussi par la formation, l'accompagnement, la communication, la sensibilisation. C'est dans ce contexte qu'avec mes invités du jour, nous allons essayer d'apporter des clés pour aider à lutter contre le cyberharcèlement. Donc déjà aussi, bonjour Amine et bonjour Amandine Delamo, chargée de mission partenariat au GIP ACIMA cybermalveillance.gouv et bonjour Clara Fouché, donc membre du pôle sensibilisation du Cercle des femmes de la cybersécurité. Bonjour, merci. Bonjour Noémie, bonjour Amine, bonjour Clara. Merci beaucoup de m'avoir conviée à participer à ce podcast. Pour débuter justement, merci aussi d'avoir pris un petit peu de temps pour échanger avec nous. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement ? Merci pour cette invitation. Je suis Clara Fouché, consultante RGPD et je suis ravie de pouvoir participer à ce podcast et représenter le CF6. Et donc Amandine Delamo, donc chargée de mission partenariat pour cybermalveillance.gouv.fr, donc la plateforme d'assistance aux victimes d'actes de cybermalveillance et de sensibilisation aux risques numériques pour les particuliers, les entreprises et les collectivités. Merci à vous deux. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de faire un petit état des lieux de la situation cyber aujourd'hui. Amandine, chez Cybermalveillance, quelles sont pour vous les grandes tendances, notamment au niveau du grand public, s'il te plaît ? Alors, les grandes tendances que l'on a au niveau du grand public, alors déjà, il y a une forte recrudescence des cyberattaques en 2020, due en partie à la crise sanitaire et puis au développement du télétravail. Et 2021 s'annonce sur la même tendance, voire même pire. Ce qu'on a pu voir, nous, sur notre bilan 2020, c'est qu'il y avait... on a eu plus de 105 000 demandes en fait d'aide sur notre plateforme qui émanent des particuliers. Et le top 3 des menaces sont l'hameçonnage, donc pour récupérer des informations personnelles, les piratages de comptes et les fraudes aux faux supports techniques. Donc, et voilà, et tout cela s'explique en partie par la méconnaissance en fait des risques et des bonnes pratiques des particuliers, des entreprises et des collectivités. Voilà, et puis aussi que les cyberdélinquants surfent sur toutes les actualités possibles et inimaginables pour pouvoir faire leurs attaques. Et voilà, ils ont toujours de nouvelles idées pour arriver à leur fin, malheureusement. Merci Amandine. Tu le mentionnais, le confinement, ça a été un facteur de développement des cyberattaques. Du coup, maintenant qu'on a un peu basculé dans un modèle un peu hybride du travail, en termes d'organisation du travail, j'imagine que pour nos amis hackers, c'est également une opportunité pour eux de se développer ou de pouvoir s'immiscer dans d'autres failles. Ah oui, tout à fait, hein. Comme je disais, vraiment les cyberdélinquants, c'est vraiment, ils vont profiter de la moindre actualité et de la moindre faille pour pouvoir pénétrer. Donc oui, le télétravail est un risque majeur et donc d'où l'importance de bien se sécuriser pour éviter voilà, qu'ils puissent pénétrer sur vos PC, qu'ils les utilisent à votre insu. Donc oui, les risques sont amplifiés malheureusement avec le télétravail. Merci Amandine. Et sans transition, justement, en parlant aussi du télétravail, du monde, on va dire, un peu particulier et très connecté qu'on a vécu ces dernières années, on a pu voir aussi que le confinement a impliqué une surconnectivité, une recrudescence du temps passé sur les écrans, une accélération aussi de l'utilisation des plateformes sociales, par exemple. Et donc, c'est d'ailleurs à ce sujet que notre étude menée par Kaspersky et l'IFOP a été réalisée aussi pour comprendre un petit peu justement comment les parents percevaient la connexion en ligne de leurs enfants. Vous avez eu l'occasion toutes les deux d'accéder à cette étude. Est-ce qu'il y a des chiffres en particulier qui vous ont marqué ? Oui, bien sûr. Et bien, si je devais, par exemple, retenir un chiffre, je pense que ce serait les 33%
de l'ensemble des parents qui déclarent que leur enfant a déjà été exposé à des textes ou des images à caractère sexuel. Il me semble qu'on était à 49 environ chez les 14-16 ans. Je pense que ce chiffre est intéressant parce qu'il n'est pas forcément représentatif de la réalité. Si on prend juste le nombre de jeunes qui regardent des films en streaming de façon non légale, on voit qu'il y a de nombreuses publicités pop-up qui peuvent s'afficher, par exemple, de façon intempestive. Et bien souvent, il s'agit de contenus pornographiques ou d'animés du même genre. Donc ils peuvent tomber sur ce genre de contenu sans forcément le vouloir. Et ils vont pas forcément parler à leurs parents parce que bon, c'est presque devenu normal. On tombe dans une forme de banalité de ce genre de contenu et qui est de plus en plus accessible sur le net. Et quand bien même, c'est pas simple hein, de parler de ce genre de sujet avec ses parents. Il peut exister des tabous dans les familles ou juste de ne pas avoir envie d'en parler. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les jeunes ont plus tendance à parler avec leurs copains qu'avec leurs parents. Et ça, pour d'autres nombreux sujets aussi. Donc, mais c'est important d'avoir ces chiffres. Ils font quand même réfléchir. Pour cybermalveillance, ces chiffres ne nous ont pas surpris. Moi. En fait, ils corroborent un peu ce qu'on peut voir, nous aussi, sur notre plateforme, sur nos radars. Nous, le cyberharcèlement de notre côté représentait 3% des demandes d'assistance pour les particuliers. Et la tendance est à la hausse. On a plus de 2100 parcours de recherche d'assistance sur ce sujet. Et c'est une thématique qui arrive en 7e position parmi toutes les menaces que l'on a. On en a plus je crois que c'est 47 parcours. Donc voilà, c'est une thématique qui est vraiment prédominante et un risque majeur de notre côté. Donc, les résultats de l'étude m'ont malheureusement pas étonnée, et d'où l'intérêt aussi de parler aujourd'hui de ce sujet et d'essayer de donner des clés pour aider les parents et les enfants sur ce sujet. Et ça me fait revenir justement sur aussi ce que tu disais, Clara, par rapport à l'écart qu'on peut voir entre le déclaratif des parents et puis finalement la réalité des usages aussi des enfants. Moi, dans les chiffres de l'étude, ce qui m'a un peu marqué, c'est que 30% des parents indiquent que leur enfant est inscrit sur TikTok. Pour moi, ça me paraît loin de la réalité. Et je pense que c'est un petit peu la même chose, malheureusement, potentiellement, pour la question des cyberharcelés et cyberharceleurs aussi d'ailleurs, puisque les parents déclarent, enfin 1 parent sur 5 environ déclare du coup avoir déjà entendu parler leur enfant de cyberharcèlement, donc que ce soit eux ou un camarade. Est-ce que selon vous, enfin, et ça va un tout petit peu confirmer ce que tu disais, Clara, justement cette méconnaissance et cette incompréhension peut-être des tendances et des usages des jeunes sur Internet contribue peut-être à la montée de l'accès aux cyberviolences, au cyberharcèlement et puis finalement à ce manque de communication entre les parents et les jeunes? Oui, sur ce sujet-là, je pense que il y a un véritable écart générationnel en fait. C'est un gouffre technologique qui sépare les différentes générations. Mes parents, par exemple, ils sont nés avec Internet, mais pas forcément avec le téléphone. Moi, je suis née avec Internet, le téléphone, la télé, mais j'ai été plongée dans ces outils-là petit à petit. Tous ces usages n'étaient pas encore démocratisés. Et à l'opposé, mon petit-neveu, lui, il est né avec tous ces outils en même temps. Et finalement, on se rend compte qu'on n'a même pas une quinzaine d'années d'écart et parfois j'ai l'impression qu'il maîtrise mieux que moi certains outils. Mais d'un autre côté, il n'a pas le même recul et il ne voit pas forcément le danger. Et c'est là qu'on voit cet écart générationnel. C'est pas parce qu'on regarde Top Chef qu'on sait parfaitement cuisiner. C'est la même chose pour les outils numériques. C'est pas parce qu'on sait les utiliser qu'on connaît toutes leurs subtilités et potentiels dangers liés à leur utilisation. Tu parlais, Noémie, de TikTok. C'est l'exemple même de l'outil qu'on ne maîtrise pas forcément. Avant même de parler de cette maîtrise de l'outil, qui n'est pas forcément acquise pour tous, il faut imaginer que chez les enfants, elle est plutôt innée, cette maîtrise de ces outils. Qui n'a jamais vu un petit prendre le téléphone d'un adulte, faire une petite manipulation sur le téléphone, alors que personne ne lui a jamais rien appris? C'est la même chose. Les parents ne connaissent pas forcément toutes les fonctionnalités d'un téléphone ou d'un ordinateur. Et quand on en vient à parler des plateformes que les enfants utilisent, c'est exactement la même chose. On va connaître ces plateformes de nom, mais pas forcément l'utilité qu'il y a derrière et comment elles fonctionnent. Et par exemple, quelles sont les données personnelles qui vont être transmises à ces applications qui sont souvent hébergées hors Union européenne. On en arrive en fait à un stade où parfois les parents pensent que
bah, il y a pas forcément de danger parce que c'est peut-être des applications pour les enfants, qui sont pour les jeunes et qui du coup sont soi-disant encadrées. Mais aujourd'hui, nos loulous, ils savent bien comment contourner les règles et accéder à des plateformes, qui sont pas toujours bienveillantes pour eux. Donc je pense qu'en fait, ce qu'il faudrait, c'est peut-être encourager les parents à discuter avec leurs enfants, à leur demander, peut-être comment ça marche, comment fonctionne la plateforme en question, s'intéresser à eux, à ce qu'ils postent. Pourquoi pas, par exemple, leur proposer de faire une vidéo ensemble sur TikTok, sans forcément la publier, hein, mais leur montrer à son enfant, en fait, qu'on s'intéresse à ce qu'il fait, à son univers créatif et une fois qu'il y a cette confiance qui est créée, en fait, peut-être venir avec bienveillance, venir, définir ses limites, d'utilisation de cette plateforme. Oui, bah, pour aller dans ton sens, Clara, c'est clair que nous, ce dont on s'aperçoit, c'est quelle que soit la génération, tous ont une connaissance partielle, en fait. Personne n'a été éduqué sur les bons usages, que ce soit les jeunes ou les moins jeunes, et peu d'entre eux, pardon, connaissent, les règles essentielles de sécurisation, de base, par exemple. Mais c'est la même chose pour les risques. Ils connaissent pas les bonnes pratiques, ni les risques encourus et notamment sur, des plateformes de jeux ou autres ou, que leurs enfants utilisent et vu que les adultes ne les utilisent pas, ils n'ont absolument pas conscience des risques, inhérents et comme tu disais Clara, voilà, de toutes les données éventuelles que leurs enfants pourraient laisser, sur internet en se connectant. Donc c'est clair que les plus jeunes, font preuve d'une très grande dextérité, dans les usages, des tablettes, smartphones, que comme tu le disais, l'idée c'est d'aider les enfants à que les parents en fait partagent plus de choses avec leurs enfants dans leurs pratiques. Donc, oui, en utilisant TikTok avec eux, heu, ça peut être une solution, je pense, et je pense qu'il faut absolument qu'ils essayent, en fait, qu'ils prennent conscience, de toutes les applications, parce que déjà on n'a pas la conscience de toutes les applications sur lesquelles nos enfants vont surfer. Donc déjà identifier sur quel type d'application ils vont, et puis, leur rappeler que, voilà, il y a des risques qui sont vraiment, très importants, que ce soit du harcèlement, du chantage, de la pornographie, de l'ultraviolence, moi, voilà et j'en oublie d'autres, donc voilà, c'est vraiment un terrain de jeu, miné, et c'est le terrain de jeu idéal pour les prédateurs et ça, il faut absolument que les parents, le disent. Autant ils le font extrêmement bien, dans la rue, ils vont dire: «Attention, tu rentres pas trop tard ce soir» ou «Attention dans la rue, on ne parle pas à des inconnus». Autant sur internet, ils nous disent, peu ou pas assez à leurs enfants de faire très attention. Donc voilà, vigilance sur ce sujet-là. Donc oui, en effet, il peut exister des fractures numériques au sein même de foyers, en termes de maturité par rapport, au digital et ce qui peut être également assez compliqué, c'est lorsque justement les enfants, on maîtrise mieux les codes et les usages que les parents. Du coup, en termes d'autorité, ça peut créer justement des glissements ou des décalages, ce qui peuvent être un petit peu compliqué. Du coup, ça incombe souvent, enfin à mon sens, aux parents d'être en rattrapage par rapport aux enfants, de développer une meilleure compréhension pour pouvoir justement être d'une certaine manière légitime et de ne pas se laisser entourlouper par ces petits filous qui, eux, comme on l'a précisé, bon, bah, ce sont des digital natives, hein. Ils naissent avec ça, ils adoptent les nouvelles plateformes très tôt parce qu'on a ce phénomène un petit peu d'early adopters chez les enfants. Les premiers usagers, si je remonte au premier réseau social on parle de Facebook, qui était un réseau assez jeune initialement, puis après tous les réseaux sociaux suivent à peu près la même tendance. Il y a un phénomène de seniorisation, c'est-à-dire que la pyramide des âges est un peu bousculée, et les personnes un peu plus âgées commencent à investir le réseau, et ce qui entraîne la fuite des générations plus jeunes parce qu'elles sont toujours à la recherche d'un territoire un peu vierge pour pouvoir communiquer au sein de petites communautés, de ne pas être fliquées par les parents, etc. Et donc on a ça aujourd'hui avec TikTok, on a eu ça avec Snapchat, et on voit également que ces réseaux aujourd'hui se seniorisent, on voit également que la pyramide des âges évolue, qu'on trouve de plus en plus de trentenaires, de quadras sur ces réseaux. On peut tout à fait imaginer que si on suit le circuit assez classique des réseaux sociaux, qu'à un moment donné, il va y avoir encore un nouveau réseau, une nouvelle plateforme qui va popper, et les premiers utilisateurs seront les jeunes. Et le temps que les parents réalisent, enfin qu'ils aient ce réseau ou cette plateforme dans le radar, eh bien, il peut se passer encore beaucoup de choses, et un genre de Far West en attendant qu'on puisse les identifier. Tout à fait, c'est ce que je disais justement, c'est vraiment d'essayer de contrôler les différentes applications sur lesquelles les enfants vont, puisque oui, et c'est normal qu'ils soient attirés aussi par la nouveauté, surtout qu'entre eux, ils en parlent énormément. Et donc, voilà, et c'est aussi l'attrait de l'interdit, ouais, de la nouveauté, tout simplement. Et donc, vigilance à ce niveau-là.
Ça me fait penser justement, par rapport à cet échange, hein, au fait que, les enfants vont toujours être à la recherche de nouvelles plateformes, que de manière générale, enfin, il y a, un gap entre, les usages des adultes, les recherches réelles des enfants. On parle beaucoup, du coup, de la notion des risques, on parle beaucoup de la notion donc, de l'enfant victime de cyberharcèlement, victime de problématiques d'exposition à la cyberviolence, mais on parle peut-être un petit peu moins aussi des enfants qui vont être les bourreaux, donc les enfants qui vont être les cyberharceleurs, ceux qui vont utiliser les réseaux sociaux comme des plateformes d'expression pour insulter, violenter potentiellement un de leurs camarades. Est-ce que vous aussi, vous avez ce genre de retour d'expérience? Est-ce qu'on peut apporter des conseils à ce sujet aussi? Et est-ce que véritablement, c'est quelque chose qu'on constate en fait finalement que cet écart et cette incompréhension et cette incapacité finalement des parents à réguler véritablement les usages du numérique de leurs enfants, ça peut créer soit des enfants victimes, soit des enfants malheureusement bourreaux? Justement, sur ce sujet-là, je pense que vous êtes familier du terme #anti-2010. Mon neveu a été touché par cette campagne de dénigrement et de méchanceté gratuite, hein, qui a pris beaucoup d'ampleur sur TikTok en début d'année, qui est même allé jusqu'à faire réagir le ministre de l'Éducation nationale. En fait, je savais que les enfants étaient durs entre eux, mais je concevais pas un tel degré de méchanceté. Parce qu'on pouvait voir des hashtags anti-2010, anti-2010 cancer, brigade anti-2010. C'était vraiment des invitations à afficher et dénigrer les enfants nés dans cette période. Et finalement, même si tout s'est réglé en 2 semaines, les propos qui ont pu être perçus sont quand même assez surprenants pour des enfants qui parfois étaient âgés de même pas 6 mois de plus. Cette affaire, elle a été médiatisée, mais en fait, c'en est qu'une seule parmi des milliers. On parlait d'ailleurs tout à l'heure des applications que les parents ne connaissaient pas, mais il n'y a pas que des applications, il faut aussi penser qu'il y a aussi les jeux. Le jeu Fortnite, il était au cœur de cette polémique des anti-2010 parce que c'était cette génération en fait d'anciens joueurs qui devaient avoir 12-13 ans qui accusaient en fait les 2010 de transgresser les règles du jeu et de l'avoir rendu un petit peu ringard. Et voilà, il y a plein de petites choses qui ont fait que, mais il faut aussi penser que il n'y a pas que les applications, il y a aussi les jeux et les plateformes où on peut discuter en ligne et les plateformes de multijoueurs où on peut parler avec des gens du monde entier. On ne se rend pas forcément compte en fait que les enfants peuvent parler avec des gens qu'ils ne connaissent pas forcément et que le harcèlement, le cyberharcèlement peut aussi se découler sur ce genre de plateforme. Donc là, c'est vraiment qu'une partie de l'iceberg, hein, cette histoire de anti-2010. Mais peut-être qu'au moins, il aura permis une petite prise de conscience et de remettre à l'heure du jour toutes ces questions de cyberharcèlement. Pour compléter, oui, tout à fait. C'est clair que contrairement à ce que les parents peuvent parfois penser, leurs enfants ne sont pas tous des anges, et c'est surtout des phénomènes de groupe, on appelle ça phénomène de meute, qui peuvent entraîner derrière vraiment des actions délictuelles, que ce soit de la cyberdélinquance, du cyberharcèlement, mais ça peut aussi aller jusqu'à de la prostitution, de la radicalisation, donc ça peut aller très très loin. Et ce qu'on voit, c'est que beaucoup de parents tombent des nues, en fait, quand leurs enfants se font arrêter. Voilà, parce que, voilà, ils participent à un cyberharcèlement ou à un trafic sur internet ou autre, et ils auraient jamais imaginé que leur propre enfant pouvait être mêlé à ce genre de choses. Et voilà, il faut juste être conscient que ça existe et que, tout comme n'importe quel enfant, notre enfant peut aussi être un harceleur et non pas uniquement un harcelé. Voilà, donc Mais d'ailleurs, juste pour confirmer ce que tu viens de dire, Amandine, dans l'étude qu'on a sortie, on voit que 10% des parents, malgré tout, ont été surpris lorsqu'ils ont été convoqués par l'établissement scolaire parce que leur enfant prenait part à des formes d'humiliation collective. Donc, comme quoi ils n'étaient pas du tout informés, ne serait-ce que de l'existence de ce phénomène de meute, comme tu le mentionnes, mais en plus du fait que leur enfant était alors, je pense que les deux côtés sont des mauvais côtés, malheureusement, mais en tout cas, du côté du harceleur. ouais, donc il faut vraiment essayer d'instaurer le plus vite possible un dialogue avec votre enfant à partir du moment où il a accès à des réseaux sociaux ou autres, installer un dialogue sur ce sujet pour communiquer avec lui régulièrement sur ce qu'il peut vivre, voilà,
pour identifier des enfants qui auraient besoin d'aide. En tant que témoin, on est obligé on a un devoir de le dire. Donc voilà, il faut vraiment être à l'écoute de tout ce que l'on peut ressentir ou ce que notre enfant peut ressentir pour identifier le moindre cyberharcèlement possible, potentiel, qui est en cours, en classe ou autre. Voilà. Alors oui, c'est en effet un sujet un point assez sensible. En plus de ce que tu disais, Amandine, ce phénomène de meute finalement, on retrouve également un mécanisme qui fait un peu le succès des réseaux sociaux, comme Twitter notamment, mais ces enjeux de viralité, car finalement, ça permet de créer un effet boule de neige, en plus de la première audience, entre guillemets, qui va prendre à partie un élève, un enfant, une personne en particulier. Il va y avoir justement, avec tous ces systèmes de viralité, de likes, de partage, de commentaires, ça va créer des fenêtres d'aspiration et ça va justement entretenir la machine. Après, c'est assez compliqué à arrêter. Après, il y a toujours des phénomènes également d'essoufflement sur ce type de mécanique, mais en effet, ça peut être trop tard. Ouais. Et Et juste, pardon, excuse-moi Amine, je te coupe. Ce que je recommande aux parents dont les enfants seraient soit harcelés ou harceleurs, c'est de prendre contact avec e-Enfance, qui est une association qui vient en aide auprès des familles. Vous pouvez les contacter au 3018, c'est un numéro vert, et qui va pouvoir conseiller, aider les parents à gérer cette situation de crise, ben, voilà, et qui peut les aider dans cette problématique. Et juste pour ajouter, il y a également ici un enjeu de compréhension de la part des enfants du monde numérique, de bien comprendre que c'est un prolongement du monde réel et non pas simplement un réseau qui vivrait pour lui-même et que finalement, ce qu'on dit sur Internet, ce qu'on dit sur les réseaux peut avoir un impact dans la vie réelle et peut avoir un impact sur la santé réelle des gens. Et que donc ça incombe également aux parents, mais peut-être pas uniquement. Chez Kaspersky, on se préoccupe beaucoup justement de ces sujets, donc du numérique plus sûr, et de la protection de ce qui nous tient à cœur, et donc la famille est naturellement au cœur de ces enjeux. On développe entre autres un outil qui s'appelle Safe Kids, mais aussi un certain nombre de matériels pédagogiques pour rendre la cybersécurité un peu plus ludique et engageante, pour faire en sorte que quelques normes d'hygiène numérique soient intégrées dès les premiers usages. Cependant, c'est assez difficile d'avoir une portée globale et on se rend bien compte que le chemin qui reste à parcourir est assez colossal. Du coup, personnellement, on pense réellement que l'éducation au numérique devrait être inclue dans les programmes éducatifs, dans la mesure où la scolarité est obligatoire en France à partir de 3 ans. Cela permettrait d'avoir un minimum un socle commun, au même titre que les mathématiques ou le français. On se rend bien compte qu'aujourd'hui, le digital est quelque chose qui est vraiment le prolongement de nos vies, donc il va être important au même titre que apprendre à conduire une voiture, un scooter, un vélo. Il faut qu'on apprenne également à communiquer en ligne, à décoder ce type de plateforme et avoir une meilleure compréhension de cet univers-là. Qu'en pensez-vous? Est-ce que selon vous, l'école a un rôle à jouer dans l'éducation numérique et dans la lutte contre le cyberharcèlement? Si oui, est-ce que ce qui se fait actuellement, vous l'estimez suffisant? Ou est-ce que vous voyez des points d'optimisation, d'amélioration et peut-être de projection par rapport à ça? Oui, Amine, bah, justement sur cette question, je pense que évidemment l'école a un rôle indispensable pour venir pallier les éventuelles lacunes que pourraient avoir les parents sur tous les outils technologiques que peuvent utiliser leurs enfants. Je dirais qu'au même titre que l'éducation sexuelle, ça consisterait à venir apporter des informations que les parents ne transmettraient pas forcément à leurs enfants. Pourquoi pas faire venir des intervenants extérieurs pour parler des usages numériques aux enfants et des moyens de sécurisation qui existent. Mais pour ça, il faudrait aussi former les professeurs qui parfois sont dans la même situation que les parents. Si l'éducation nationale ajoutait au programme des formations dès le primaire, ça nous permettrait peut-être de faire une pierre deux coups, en fait, de à la fois sensibiliser les plus jeunes, leur donner les clés pour surfer en toute sécurité, rien que par exemple en apprenant à détecter les fake news, ou à gérer les paramètres de confidentialité et de sécurité des outils qu'ils peuvent utiliser, mais pourquoi pas aussi créer des vocations pour des métiers d'avenir. Je parle du primaire
parce que je sais qu'il existe des formations au collège et au lycée avec notamment la certification PICS. Et au niveau la certification PICS qui existe aussi dans le supérieur, mais il ne faut pas oublier que même si les enfants sont en primaire et qu'ils n'ont pas forcément de téléphone, c'est pas pour autant qu'ils ne vont pas utiliser les outils numériques. Ils rentrent à la maison, il y aura la tablette, l'ordi, le téléphone des parents ou des frères et sœurs. C'est pour ça que au C6, on vient en fait sensibiliser au sein des écoles et on sensibilise aussi aux primaires parce que on pense que voilà, il ne faut pas oublier les plus petits sont les plus concernés aussi et souvent on ne s'en rend pas compte, on a tendance à les oublier. Donc voilà, je pense que ce serait aussi de venir les sensibiliser à tout âge, mais ne pas oublier les enfants de primaire qui sont les premiers concernés, qui sont les futurs adultes 3.0, c'est eux qui doivent être formés en premier et pour pouvoir plus tard transmettre des bonnes pratiques et être de bons et pouvoir transmettre leurs bonnes pratiques. Tout à fait. Bien entendu, l'école a un rôle à jouer, hein, c'est primordial, sachant que les enfants y passent la majorité de leur temps. Donc c'est vraiment important, c'est complémentaire de ce qui peut se dire dans la sphère familiale ou la sphère sociale, amis, animateurs de centres aérés ou autres. Voilà, tout le monde a un rôle à jouer, dont l'éducation nationale. Alors, l'éducation nationale fait déjà des choses, hein, notamment au niveau du primaire, puisque vous avez le permis numérique qui est fait en CM2 avec la gendarmerie, et puis donc la formation en collège avec PICS au niveau 3e, je crois. Donc, je sais que l'éducation nationale nous a rejoint le dispositif dernièrement et on travaille conjointement avec elle et d'autres partenaires pour aller encore plus loin sur ce sujet de la cybersécurité et du cyberharcèlement notamment, qui est un des sujets d'actualité pour l'éducation nationale, que ce soit en termes de formation pour les enseignants, sur avoir du contenu adapté pour eux qui soit disponible immédiatement pour les aider, mais également du contenu pour les enfants, mais ça prend un peu de temps. Donc voilà, mais en tout cas, c'est en cours et c'est prévu dans les prochains mois. C'est bon de savoir que des actions sont en cours et que malgré tout, le sujet commence à prendre de l'ampleur et puis que des solutions, hein, sont apportées, notamment pour prendre conscience que on ne risque pas d'aller vers un recul des usages du numérique, bien au contraire, et que de fait, apporter de l'éducation, de la sensibilisation et de l'accompagnement aux usages, finalement, c'est la meilleure approche pour avoir une future génération d'utilisateurs raisonnés et responsables, si je puis dire. Clara, tu en as parlé rapidement, du coup, des actions donc menées par le CEF6. Je sais que il y a tout un tas de sujets sur lesquels s'expriment et agissent donc les membres de l'association, mais notamment donc au sein du groupe de travail sur la sensibilisation. Est-ce que tu peux nous décrire un peu le périmètre de vos actions, ce que vous avez déjà fait, ce que vous comptez faire et voilà, comment vous intervenez? Oui, bien sûr. Eh bien, au CEF6, qui est le Cercle des femmes dans la cybersécurité, on vient au sein du pôle sensibilisation intervenir auprès des enfants à travers des ateliers qui peuvent durer de 20 à 50 minutes selon les âges. On va venir leur expliquer avec un vocabulaire adapté quels sont les risques et la manière de s'en protéger, mais aussi quels sont les bienfaits du numérique. On utilise des outils et des méthodes pédagogiques qui leur parlent à travers des cas pratiques, des jeux ludiques, comme par exemple on utilise un jeu de rôle avec une mascotte qui est beaucoup plus parlant. On fait des sessions avec et sans les parents. Et il a pu en ressortir un fort intérêt et une véritable prise de conscience des risques de la part des enfants. Et les parents, de leur côté, ils demandent à être accompagnés sur ces outils qui sont utilisés par leurs enfants, mais demandent aussi à être accompagnés sur les outils qui leur permettent de les aider dans cette prévention des risques.
Vous savez, dès le plus jeune âge, les enfants comprennent beaucoup de choses, notamment toutes ces notions de sécurité et de confidentialité. Quand on en parle, on sent qu'ils comprennent bien ces notions et que c'est pour ça que ça me donne encore plus envie de continuer. Et on s'est rendu compte au sein de nos ateliers fin septembre qu'ils ont vraiment bien assimilé cette notion de sécurité et de protection et résistent très très bien à nos exercices pratiques. Et notre objectif, c'est vraiment de continuer dans cette optique grâce à nos bénévoles, de travailler avec les académies pour continuer à développer des sensibilisations sur toute la France. C'est ce que nous avons déjà fait sur Paris et Créteil avec plus de 278 enfants sensibilisés et 170 adultes sensibilisés également. Cette année, en 2019, bien sûr. Non, désolée. Euh, Arrêté à 2019, je crois, dans nos têtes et dans nos vies. Sensibilisés en 2021, bien sûr. On a fait une trentaine d'ateliers et c'est que le début parce que voilà, on a plein de bénévoles un petit peu sur toute la France, plein de projets en cours. Et voilà, notre but, c'est vraiment de transmettre à la fois notre passion pour nos métiers qui sont dans la cybersécurité, mais qui englobent plein de métiers, pour à la fois transmettre et expliquer en fait aux enfants qu'il existe plein de métiers dans ce domaine-là et que ce ne sont pas que des métiers réservés aux garçons et que ce sont des métiers qui sont évidemment aussi ouverts pour les filles et aussi venir sensibiliser les enfants en rigolant avec eux, en utilisant des jeux pour que ça soit pas trop formel. On n'a pas un petit PowerPoint comme on peut voir en réunion. C'est vraiment, voilà, la démarche, c'est on est là pour les enfants, on s'adapte à eux, on les écoute et même chose pour les parents. Les parents ont besoin d'accompagnement et c'est bien de mettre en place des choses en milieu scolaire et au sein des écoles, mais les parents ont besoin aussi d'un accompagnement. Donc voilà, le CEF6 est là pour ça aussi. Et ne demande qu'à devenir encore plus grand. Le CEF6, c'est une grande famille, donc on est vraiment ouvert aux candidatures. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez rejoindre notre pôle sensibilisation, vous pouvez nous contacter sur notre site. Ce serait avec grand plaisir qu'on accueille de nouveaux bénévoles. Alors aujourd'hui, on n'a pas pu passer à côté du phénomène Squid Game sur Netflix, série interdite aux moins de 16 ans. Concrètement, ça paraît aujourd'hui impossible de faire respecter de telles interdictions alors que notre étude montre que 94% des parents d'enfants du CP à la 3e indiquent que leurs enfants ont accès à Internet dans la grande majorité, 74% si on veut être exact, depuis un équipement personnel. La série est d'ailleurs assez violente et très populaire dans les écoles et collèges, en témoignent divers articles à ce sujet ces dernières semaines. Interdire ne semblant pas vraiment une option, quelles seraient vos recommandations là-dessus ? Alors, je pense que j'ai l'exemple même avec mon neveu de 11 ans qui est rentré au collège cette année. Presque la moitié de sa classe a vu cette série. Il m'a expliqué que ils l'ont regardé parce qu'ils avaient accès au compte Netflix de leurs parents. Attention, les mots de passe. Et que leurs parents ne connaissaient pas cette série. Et qu'en fait, ils s'étaient fiés qu'au titre du premier épisode qui est 1, 2, 3 soleil. Mais sauf que si on regarde un peu plus près, on voit qu'il est déconseillé au moins de 16 ans. Et que les mots-clés de référence sont suicide et violence. Donc ce que je recommanderais, c'est de bien vérifier, de lire le synopsis des séries, des films que veulent regarder les enfants pour éviter de tomber sur des contenus qui pourraient peut-être pas forcément être appropriés pour eux. Il me semble qu'il n'y ait pas forcément la possibilité de mettre un mot de passe pour passer du compte enfant au compte adulte sur Netflix. Mais si c'était le cas, ça aiderait beaucoup les parents aussi. Et je rebondis là-dessus pour conseiller aux parents d'être vigilants sur une autre question. Les animés japonais pour adultes qui sont souvent issus de mangas et qui sont de plus en plus regardés par les plus jeunes, alors qu'ils contiennent beaucoup de contenus violents et parfois sexuels. Les parents, en fait, ils pensent que leurs enfants regardent sagement des petits dessins animés, alors que les contenus sont aussi violents que ce qu'on peut retrouver dans un film. Je peux donner l'exemple de Death Note, qui est un super animé issu d'un manga qui est très très bien scénarisé, mais qui n'est pas du tout adapté pour des enfants, parce qu'il y a de la violence. Ce sont des dessins animés, mais plus réservés à des publics avertis. Il faut quand même se rappeler que les enfants fonctionnent souvent par mimétisme. Ils aiment reproduire ce qu'ils voient. Et face à certains contenus violents, on peut facilement imaginer les conséquences que ça peut avoir dans une cour d'école. Mon neveu me racontait que ses copains dans la cour d'école jouaient à 1, 2, 3 soleil et celui qui perdait se faisait frapper très fort sur la tête. Donc ici, on voit quand même qu'il y a une influence assez négative. Mais pour autant, il ne faut pas voir le mal partout. Il y a aussi beaucoup de bienfaits au numérique.
Mais voilà, il faut essayer de trouver le juste milieu et surtout être vigilant. Merci Clara. En effet, ça paraît être, encore une fois, toute une question de jauge d'accompagnement, de conversation et puis, encore, par rapport à ce qu'on disait aussi au début de ce podcast, un tout petit peu d'intérêt, de la part aussi, des parents notamment, sur, ce qui peut être populaire, sur les contenus accessibles, sur les tendances et sur, les centres d'intérêt, de leurs enfants. Ça permettra ne serait-ce que de pouvoir, aborder des sujets, parfois, compliqués et puis, s'assurer aussi potentiellement que, certains contenus ont été, bien perçus, plutôt que, d'être mal reproduits, plutôt que d'être mal interprétés ou alors de créer certains types de traumatismes comme on a pu, voir aussi, vis-à-vis de Squid Game. Je sais que ma petite sœur est institutrice, par exemple, et elle disait qu'elle avait pris des fois un mot, carrément des parents, enfin voilà, dans le carnet, de correspondance, en expliquant que, leurs enfants avaient été traumatisés, par, Squid Game, qui avait été, abordé à l'école. Alors que bien entendu, ça avait pas été par, le professeur, mais par, les élèves et que, du coup, le professeur devait, maîtriser ce genre, de, conversation. Malheureusement, quand ça se passe dans la cour de récré, il est assez difficile, de, réguler, ce genre, de conversation et il est important, plutôt que ça se passe peut-être, puisque c'est dans le cadre familial notamment, que, ces contenus sont, consommés, de pouvoir, en parler et puis, pouvoir aussi, faire prendre suffisamment de recul aux enfants, ce dont ils manquent parfois lorsqu'ils consomment un contenu au premier degré. Alors dans notre étude, on voit que quasiment un tiers des parents se sentent très peu informés, très peu préparés pour agir si son enfant était victime de harcèlement. On constate aussi que le numérique est source de conflits à la maison, avec des comportements parfois changeants, une plus grande agressivité des enfants. Et c'est également le sujet traité dans notre petit livre Midori Kuma, qui est notre petit ours, et une course spéciale qu'on met à disposition des associations, journalistes et partenaires. Du coup, ce qui m'amène à la question suivante. Comment peut-on aider les parents à maîtriser la place du numérique dans le quotidien de la famille et de leurs enfants? Comment ne pas se laisser déborder par le digital, par le numérique, dans un monde où finalement on est plongé dedans constamment et où il devient de plus en plus difficile à déconnecter? C'est un vrai défi en tant que parent. C'est un vrai défi, c'est du vécu. Donc voilà, c'est compliqué puisque le nombre d'écrans dans chaque famille ne cesse d'augmenter. Donc c'est difficile de pas se laisser absorber, par les écrans qui nous quittent plus, hein. C'est la troisième main de mon adolescent, voilà et même pour moi, hein, je suis un mauvais exemple aussi. Donc c'est difficile et de préserver un temps déconnecté, en famille. Même si en tant que parent, on sait qu'il faut, mettre des règles dans les usages, des écrans, vous avez Serge Tisseron, qui, a donné la règle du 3-6-9-12, et voilà, qui propose des repères pour les parents, pour qu'ils sachent quand introduire, les écrans dans la vie de leur enfant, voilà, donc ça peut aider, les parents, dans un premier temps. Hem mais c'est compliqué, et je pense qu'avant tout l'éducation, doit passer par le dialogue, hem, l'accompagnement parce que les enfants, ils ont une règle, c'est que ben, ils ont une tendance systématique à toujours contourner en fait, les interdits, notamment les adolescents. Donc il faut vraiment construire un dialogue et essayer autant que possible, voilà de le conserver, même si c'est des sujets conflictuels, hein, le téléphone, les jeux vidéo et cetera, voilà, l'idée, c'est de pas amener une rupture, en fait, sur ce sujet. Dès qu'on aborde ce sujet, l'idéal, c'est d'essayer d'en discuter de manière calme avec lui, voilà, pour qu'il comprenne aussi, qu'il y a un temps d'écran à respecter, qu'on peut pas passer notre vie, sur les écrans, et qu'il y a des règles en termes de sécurité aussi, à avoir. Donc, voilà, prendre le temps en tant que parent, c'est pas facile, mais prendre le temps de les accompagner dans leurs usages plutôt que d'interdire, juste, le téléphone ou TikTok ou, voilà, autant que possible, ça peut être une des solutions, à leur proposer. Intéressant. Est-ce que tu penses qu'il est encore possible, d'être ou d'avoir un modèle éducatif low-tech? On sait que quand on lit des interviews de Zuckerberg ou alors de Steve Jobs par le passé, ils mettaient souvent en avant le fait que, un peu à la manière des narcotrafiquants qui faisaient tout pour éloigner leurs enfants de la drogue, on retrouve
ces leaders de la tech qui ont bouleversé le monde, qui essaient de tout faire pour éloigner leurs enfants de la tech et de faire la promotion, un peu de modèle low-tech. On sait que Steve Jobs disait qu'il y avait très très peu d'écrans chez lui, qu'il interdisait les iPads à ses enfants. On sait que Zuckerberg a également une politique très très stricte quant à l'accès à Internet et à Facebook et aux réseaux. C'est clair, mais malheureusement, c'est pas la majorité des Français. C'est pas la majorité des enfants et des parents en France. Donc oui, j'allais dire les plus euh, connaisseurs sur ce sujet savent les risques et donc sensibilisent au maximum autour d'eux et alors interdisent. Ça, après, c'est libre à chaque parent de faire ce qu'il entend, hein. Mais c'est difficile quand même dans notre ère numérique d'interdire les écrans, surtout avec le Covid et avec aussi l'école qui demande maintenant de plus en plus de devoirs à rendre sur l'ordinateur ou autre. Tout se fait via l'ENT. Donc, nos enfants sont obligés de par l'école, d'être connectés un minimum. Donc ça devient compliqué d'interdire complètement les écrans pour nos enfants. Même, voilà, après, je pense que c'est pas forcément une solution de tout supprimer. Après, ça, c'est personnel, hein, mais je pense qu'il faut qu'on arrive à vivre avec et il faut expliquer aux enfants les risques et les bonnes conditions dans lesquelles il peut les utiliser. Et je pense que voilà, c'est comme si on allait enfermer un enfant chez soi. Ben non, il faut qu'il sorte. On peut pas le garder, le préserver de tous les risques qu'il peut y avoir à l'extérieur. Donc c'est pas une solution. C'est important de le mettre en situation. Donc il utilise ces outils numériques, mais en revanche qu'on l'accompagne dans l'usage de ces outils et pour qu'il ait conscience en fait des risques auxquels il s'expose et qu'il puisse en connaissance de cause eh bien dire ah non là je vais faire attention, je vais peut-être pas cliquer sur le lien, ou là non, il me demande mes coordonnées de carte bancaire, ben non je vais pas lui donner, ou là il me demande tel mon identifiant, mon email, tiens c'est bizarre. Donc il faut qu'il acquiert ces réflexes qu'il n'a pas encore, et je pense que ne pas le confronter à tous ces outils numériques, c'est pas forcément la bonne solution, puisqu'aujourd'hui tout se fait via le net. Bon, vous voulez commander un billet de train, bah, ça se fait par internet. Moi, tous nos usages se font de manière connectée. Donc voilà. Après, c'est à chaque parent libre de faire ce qu'il entend, mais c'est vrai et c'est pas facile, hein, je sais que c'est dur, mais il faut essayer, et en tout cas être à l'écoute de ses enfants au maximum et essayer autant que possible de les accompagner. Et pour rebondir sur ce que dit Amandine sur cette question d'accompagnement au niveau des outils, je trouve que l'outil que vous développez chez Kaspersky, Safe Kids, répond en fait à ce besoin d'accompagnement. J'ai pu le tester sur mon neveu, et ce que j'ai apprécié, c'était en fait le fait d'avoir toutes ces petites recommandations, ces petits commentaires en fait pour chaque fonctionnalité de l'application, et des petites recommandations pour les parents en fait, pour venir mettre sur la table les sujets sensibles, comme le fait de surveiller leurs usages numériques, et comment le fait de l'amener en fait, comment le justifier, et de par exemple définir avec son enfant, qui est le premier concerné d'ailleurs, combien de temps lui il se fixerait par jour de temps d'écran par exemple. J'aime beaucoup cette image-là, et je pense que voilà, il faut être dans la communication, dans l'accompagnement, et que l'enfant se sente lui-même acteur et qu'il ne se sente pas fliqué, qu'il se sente en confiance, qu'on soit dans une relation de confiance avec son enfant quand on utilise des outils de contrôle comme ça, et ce qui nous permet de trouver un juste milieu. Ouais, pour compléter, on peut pas interdire Internet, on peut pas aller, on peut pas le supprimer, c'est une utopie. Donc, voilà, le tout c'est de composer avec cette réalité en tant que parent et en tant qu'enfant, et aussi dérangeant que ça puisse l'être, voilà, il faut faire avec, et sachez qu'en tout cas, en cas de problème ou quoi que ce soit, vous pouvez aller sur cybermalveillance.gouv.fr. On vous orientera, on vous donnera des conseils par rapport à votre problématique, et on vous orientera vers des personnes qui pourront vous accompagner le cas échéant. Au final, c'est vrai qu'il semble que l'idéal, ce serait d'être un utilisateur d'internet averti finalement, pour pouvoir parvenir à bénéficier de toutes les opportunités, avantages, connexions, relations qu'offre le numérique, sans être pour autant exposé au risque, ou à minima du coup d'avoir la maîtrise de ce qu'on partage et du risque qu'on est prêt à prendre ou non.
Ça semble être un long chemin à parcourir, mais je pense qu'une des premières étapes potentiellement, c'est déjà de rendre la cybersécurité accessible à tous. Parce qu'aujourd'hui, ça paraît quand même assez peut-être barbare, compliqué comme terme, et donc du coup, les gens préfèrent peut-être fermer les yeux et se dire «Ah non, bah, j'ai pas la motivation pour me lancer dans des procédures techniques et compliquées», alors que finalement, il y a quand même des règles d'hygiène numérique qui sont assez simples. Et du coup, on en arrive à la dernière question. Si vous deviez donner chacune 2 conseils cyber super simples, accessibles à tous et qui requièrent absolument aucune compétence technique, qu'est-ce que ça serait? Alors comme ça à chaud, moi je dirais, déjà, avant de cliquer, réfléchissez, de base, hein, voilà, c'est un très, très important et puis, 2e conseil, ce serait, ayez une bonne gestion de vos mots de passe. Un mot de passe par application, voilà, un mot de passe différent pour chacun des services, voilà, après de les changer régulièrement ou autre, mais voilà, attention à vos mots de passe. Voilà mes 2 conseils. Et j'allais dire presque la même chose, c'est bien réfléchir avant d'accepter les conditions d'utilisation d'une application, d'un site web parce que le clic, impulsif est souvent lourd de conséquences et je pense surtout qu'il faut passer du temps avec ses enfants, les accompagner dans la découverte des outils numériques, rattraper aussi peut-être notre retard, les écouter et les accompagner surtout. Et je pense qu'il faut utiliser différents outils, pour ça. Il y a des outils, aussi bien des infographies que des vidéos, que des petits livres comme vous l'avez fait chez Kaspersky. Nous, avec Holo6, on travaille beaucoup avec tout ce qui est infographie et avec notre chaîne YouTube. Il y a beaucoup de supports de travail, il y a beaucoup de supports de sensibilisation. Je pense qu'il faut garder à l'esprit qu'il n'y a pas vraiment de solution miracle pour lutter contre le cyberharcèlement, mais il faut se dire que les écrans ne sont pas des babysitters non plus et qu'il y a quand même des impacts positifs parce qu'on sait que ça favorise quand même l'apprentissage, qui stimule la curiosité des plus jeunes et leur créativité numérique. Donc voilà, il y a des bonnes pratiques et il y a plein de belles choses à mettre en place. En tout cas, au CEF6, ce qu'on souhaite, c'est vraiment former dès le plus jeune âge, leur donner un bagage qui les vaccinerait contre les risques du numérique. C'est un doux rêve, hein, mais nous y croyons au CEF6. Et pour compléter en termes d'outils à votre disposition pour, entrer en communication sur ce sujet qui est pas forcément facile, on a créé, les Incollables avec, notre membre e-enfance. Donc c'est un jeu, c'est ludique, c'est adapté aux 10-12 ans, un peu moins 8 ans, j'ai testé, mais c'est encore un petit peu jeune. Mais en tout cas, voilà, certaines questions, peuvent être intéressantes, discutées en famille ou dans la voiture en partant en vacances ou autre. Donc n'hésitez pas, il y a une version numérique également de ce jeu qui existe. Donc n'hésitez pas à aller sur notre site si vous souhaitez, le télécharger. Merci beaucoup, pour, ces conseils, très utiles. Si on doit faire un petit, instant publicité puisqu'on parle de un mot de passe, par, application, ça peut paraître inaccessible et inenvisageable dans la mesure où, on doit mettre des mots de passe systématiquement partout. Bah, ça va bientôt être les fêtes en plus, donc on va vouloir aller sur tout un tas de sites internet et mettre un mot de passe différent sur tous, ça paraît complexe et donc sachez que Kaspersky le fait, mais également, beaucoup d'autres, éditeurs, de sécurité. Les gestionnaires de mots de passe, vraiment, ça change la vie. Essayez-le, il y a rien de plus simple. Du coup, pour conclure, je dirais que le sujet d'aujourd'hui se prête à beaucoup, à beaucoup de négativité. Mais pour autant, on n'a jamais été aussi informé qu'aujourd'hui et les possibilités offertes par le numérique sont immenses. Une exposition jeune au numérique peut aussi susciter des questions, des vocations et des envies de travailler dans cet environnement à l'avenir. Donc, considérant le manque de talent dans la technologie, on ne peut que s'en réjouir finalement. Alors, tout l'enjeu semble finalement être dans la manière de trouver le bon équilibre dans son usage et de s'armer de bonnes pratiques et de bons réflexes. La maîtrise du numérique s'apprend et nécessite de l'accompagnement. C'est un peu comme toute activité qui n'est pas innée chez l'homme, ça semble compliqué et inaccessible jusqu'à ce que finalement on apprenne. Donc, sur ces bonnes paroles, j'ai envie de vous dire merci à tous. À très bientôt dans un nouvel épisode de Cyberpop.